Bonjour, chers participants, bonjour, chers intervenants. On vous remercie tout d'abord pour votre temps et intérêt. Aujourd'hui, le webinaire s'inscrit sous une thématique très discutée en ce moment. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est le troisième webinaire de la semaine, organisé dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié, qui a eu lieu le 20 juin chaque année. Nous avons eu donc mardi un webinaire sur le traitement médiatique avec un panel composé de divers experts et journalistes. Nous avons eu un second webinaire hier, plus axé sur la protection des jeunes et des enfants migrants et réfugiés au Maroc, avec comme panélistes divers intervenants d'agences onusiennes, comme le HCR, l'UNICEF et l'OIM. Et puis aujourd'hui, finalement, on a la chance et l'honneur d'avoir avec nous Jalil Benani et François Rebedega. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jalil Benani est un psychiatre et psychanalyste à Rabat. Ses recherches portent sur la transmission de la psychanalyse, les mutations sociales, la migration et l'exil. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le corps touché, Psychanalyse en terre d'islam, Traces et paroles, avec Mohamed Hassimi. Un psy dans la cité, qui a eu le Grand Prix Atlas en 2013. Un psy dans le chemin, École de réfugiés au Maroc, qui a été développé en 2015-2017. Nous avons également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le représentant de la CR au Maroc, Monsieur François Rebedega. Pour ceux qui ne le connaissent pas, François, avant d'être nommé représentant de l'HCR au Maroc, occupé cette fonction en tant que directeur adjoint du bureau régional du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et puis, il couvrait donc les situations en Syrie et en Irak. Avant cette nomination, M. Rebedega a travaillé pendant 24 ans avec le HCR dans diverses opérations. Il a également été déployé auprès des Nations Unies au Vietnam en tant que chef du bureau du coordinateur résident de 2009 et 2012. Donc, on a la chance d'avoir un panel très riche aujourd'hui, avec une thématique, comme je l'ai déjà mentionné, qui est très discutée et au cœur de toutes les préoccupations. Et la thématique du jour est comment gérer psychologiquement et émotionnellement la situation liée au Covid-19. Donc, face à une pandémie mondiale, une réelle angoisse a pu prendre place dans certains foyers. Cette situation a été d'autant plus dure pour les populations les plus vulnérables, notamment les réfugiés, qui ont perdu leur source de revenus, leur stabilité, et dont le quotidien a été durement affecté. Alors, comment apprendre à gérer ces peurs, ces angoisses et coexister avec le Covid-19? Aujourd'hui, réflexion au conseil de Jalil Benani et également la participation de François. Donc, sans plus tarder, François, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux concernant la situation actuelle des réfugiés au Maroc? Merci Sarah. Bonjour Jalil Benani et bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous et dont le nombre ne cesse d'accroître au fil des secondes. C'est un véritable plaisir d'avoir ce moment de partage avec vous. On vous connaît tous, psychiatre et écrivain engagé, notamment engagé sur les questions de réfugiés. En guise d'introduction, quelques chiffres sur les réfugiés au Maroc. Il y a 11 000 demandeurs d'asile et réfugiés au Maroc, qui comprennent 7 300 réfugiés et réfugiés qui ont fui des situations de conflit en Syrie, au Yémen, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire et également ou des étudiants de ces pays qui étaient venus étudier avant que ces conflits ne débutent et qui se sont retrouvés au Maroc dans l'impossibilité de revenir chez eux et sont devenus ce qu'on appelle des réfugiés sur place. Ce qui est important, c'est que ces réfugiés se trouvent sur 71 localités différentes au Maroc. C'est une population plutôt jeune, 33% des réfugiés à moins de 18 ans.
C'est une population qui, par rapport à d'autres pays, a un niveau d'éducation plutôt élevé. Et il est utile aussi de rappeler que 22% des 7300 réfugiés ont, au-delà d'un besoin de protection qui leur est tous commun, des besoins spécifiques, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons sociales, des femmes seules, des enfants seuls, aussi dans des personnes âgées dans des situations de difficulté. Donc, on a proportionnellement un nombre élevé de réfugiés qui ont des besoins spécifiques. Pour ce qui est du contexte marocain, rapidement rappeler quand même que l'environnement marocain par rapport à l'asile est un environnement extrêmement favorable à deux égards. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a développé une politique d'immigration et d'asile extrêmement progressiste en 2013 qui s'est articulée en une stratégie nationale immigration et asile et qui est progressiste parce qu'elle permet l'accès de toutes les populations étrangères et incluant les réfugiés et les demandeurs d'asile aux services nationaux, l'éducation, la santé, mais aussi à l'emploi. Et le deuxième élément qui fait du Maroc un terrain particulièrement favorable du point de vue de l'asile est le dynamisme de sa société civile, dont je crois, Jalil, vous êtes aussi un représentant très vivant et très engagé. Alors, le Covid-19 a eu un impact très dur pour tout le monde. Il a créé une communauté de destin parce que, quelles que soient nos circonstances, toute personne résidant au Maroc s'est retrouvée confrontée à la maladie et d'une façon qui nous affectait tous. Par contre, l'impact n'est pas le même. L'impact est disproportionné pour les populations qui sont les plus démunies, dont les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et je dirais à deux égards. Le premier, et qui n'est pas forcément celui auquel on pense et qui est intimement lié à notre sujet aujourd'hui, est l'aspect psychologique. 2 mois après le début de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, le 20 mars, j'échangeais avec un agent communautaire du réfugié, donc un agent qui effectue la liaison avec l'ensemble des communautés réfugiées. Je lui disais, quelle a été la chose la plus difficile à laquelle vous ayez été confronté pendant ces 2 mois? Et cet agent communautaire m'a répondu, la psychose. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par la psychose? Et en fait, il m'a répondu par des questions très simples. Il m'a dit, nous nous sommes demandé, mais quelle est cette maladie que nous ne connaissons pas? Comment va-t-elle nous affecter? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre futur? Et le deuxième élément est évidemment un impact socio-économique, puisque ce sont des populations qui ont besoin, comme je le dis souvent, de sortir de chez eux le matin pour pouvoir avoir mangé le soir, c'est-à-dire des populations qui dépendent pour la quasi-majorité pour leur survie quotidienne d'emploi dans le secteur informel. Donc, c'est un impact très important. Nous sommes engagés avec nos partenaires dans le domaine de la santé mentale, notamment la Fédération Orient-Occident, mais aussi l'association marocaine de planning familial, et offrant un certain nombre de services. Il y a eu plus de 250 consultations qui ont été offertes avec notamment ses partenaires pendant consultations psychologiques pendant cette période. Alors, le HCR, nous, de notre côté, on a tenté de répondre à cette situation de crise sur 3 actes. Informer, rassurer, adapter. Informer, ça veut dire, dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire le 20 mars, faire passer les informations du gouvernement et du ministère de la Santé sur ce qu'était la pandémie, sur ce qu'étaient les mesures de confinement, appeler à leur respect scrupuleux. C'était aussi rassurer les demandeurs d'asile et les réfugiés que même si nous adaptions des modes de travail virtuels, il y allait avoir une continuité de service. Et dès le 20 mars, nous avons adopté un petit message, un motto,
qui était « Nous sommes là, nous sommes présents et nous le resterons ». Et c'est un petit message que nous avons décliné avec l'ensemble de nos partenaires marocains. Le troisième élément, ça a été évidemment adapté, puisque dès le 20 mars, nous ne pouvions plus recevoir physiquement ni les demandeurs d'asile ni les réfugiés dans les bureaux du HCR à Rabat. Donc, nous avons dû établir immédiatement un standard d'urgence avec une ligne que nous avons appelée une voix de femme pour les femmes, qui était une voix avec des collègues féminins du HCR qui répondaient aux femmes. Et nous avons pu conduire 1800 consultations de protection depuis le 20 mars sous forme virtuelle. Et nous avons également adapté toute notre réponse, que ce soit l'assistance financière, mais le suivi de l'accès santé-éducation. Et je finirai sur ce point. C'est remarquable et symptomatique, je dirais, de cet écosystème d'inclusion qui existe au Maroc. Je trouve remarquable que sur l'ensemble des 800 enfants réfugiés scolarisés avant le Covid, 73% aient pu continuer de façon virtuelle leur éducation pendant la période de confinement, et ce, notamment grâce aux réfugiés eux-mêmes. Parce que les réfugiés, doctorants, étudiants ont mis en place tout un ensemble de services, à la fois en offrant des cours dans leur spécialité, ou alors en offrant des sessions de soutien, ou alors en créant des WhatsApp linguistiques. Et donc, il y a une très forte solidarité entre les communautés réfugiées. Et donc, les réfugiés eux-mêmes ont été des acteurs très importants de ces multiples signes de solidarité, démonstrations de solidarité que l'on a vues pendant cette période du Covid. Je conclurai en disant qu'on a une conscience entière de la difficulté dans laquelle se retrouvent les réfugiés. Et je finirai avec cette définition de la santé de l'OMS qui dit la santé, elle est physique, elle est psychologique et sociale. Et c'est vraiment, et on parle toujours de la santé physique et de la santé sociale, où on en parle beaucoup, et c'est un véritable plaisir d'avoir ce moment d'échange avec un spécialiste comme Jalil sur ce que ça veut dire, que ce que vivent les gens, et aussi avoir une possibilité d'échange. Merci. Merci beaucoup François pour cet état des lieux et d'avoir rappelé effectivement la sévérité et l'impact non négligeable que cette crise sanitaire a pu avoir sur des populations vulnérables comme les réfugiés. Alors, Jamil, à vous la parole. Comme vous le savez, le monde et le Maroc font face à une situation exceptionnelle liée à la propagation d'un virus, le Covid-19. D'après vous, quels sont les effets psychologiques liés à cette situation? Merci beaucoup, François. En plus d'être un plaisir, que ce soit un plaisir d'être avec vous, c'est aussi une nécessité. C'est important que je sois là. D'abord, je suis engagé dans la cause des migrants depuis des décennies et depuis quelques années avec le HCR. Donc, je veux dire, c'est normal que je sois là d'une certaine manière à un moment de commémoration de Journée mondiale des réfugiés. Alors, je réponds à la question et je rebondis en même temps à ce qu'a dit François. Il est vrai que la santé mentale a été, disons, très, très importante durant cette pandémie. On peut dire, si on nous met dans un rang par rapport, disons, aux spécialités médicales, que nous venons après les réanimateurs. Hein. Et donc, le nombre de sollicitations que nous avons eues en tant que praticiens de la santé mentale, le nombre de demandes, enfin, et l'angoisse était généralisée, on peut dire. Hein. Elle ne concernait pas que les patients, elle était générale, était la peur aussi. Je veux dire, qui n'a pas peur d'une crise comme celle-là, ça serait pas normal. Donc, effectivement, alors on a vu toutes sortes de manifestations, de détresse, allant des angoisses normales, des peurs, aux états de tristesse aussi qui sont normales, jusqu'aux dépressions qui, disons, sont déjà des révélateurs soit de fragilité, soit de vulnérabilité, soit d'un état ancien, et aussi une aggravation des choses les plus importantes que nous voyons dans notre pratique. Le mot
Alors, j'allais dire les psychoses. Les psychoses, vous savez, chez nous, c'est la schizophrénie, la paranoïa. Et je reviens au mot qui a été dit en réponse à la question de François. Alors, effectivement, c'est pas la psychose où on l'entend, nous, hein, dans notre terminologie. Mais on dit ne psychose pas, ne psychote pas. Bon, c'est un langage courant. C'est comme si on dit ne paranoïse pas. Et je dirais plutôt que cette façon, que la réponse qui a été donnée en termes de il y a la psychose, eh ben, c'est-à-dire que, je veux dire, d'un coup, on est face à quelque chose de totalement inédit, imprévu. Et comme je dis pas que tout le monde est traumatisé, je dis qu'il y a une part de traumatisme et que certains autres. Et par rapport au traumatisme, ben justement, il y a l'inconnu, hein, il y a l'incertitude, il y a une sorte de stupeur, donc on réagit, on ne sait pas. On ne sait pas face à quoi réagir, face à quel, et ceux qui disent on ne connaît pas cette maladie, qu'est-ce que c'est que ça va devenir? De toute façon, même les scientifiques se posent cette question. On a vu justement la difficulté, justement, et les recherches et les hésitations et les avancées et pose de la science. Donc, vous voyez, donc, alors que le commun des mortels et la population soit effrayés, encore pas étonnant. Donc, voilà, si vous voulez, donc, sur cette notion sur ce mot psychose, il faut vraiment voilà, voir la sidération que ça révèle. Et effectivement, si on doit parler sur un plan général de l'impact psychologique, eh bien évidemment, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend de la situation, de l'état psychique. Il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Quoique, hein, des gens qu'on croyait forts ont montré une vulnérabilité. Hein, et d'autres vulnérables se sont montrés forts. Hein. Je pourrais te donner des exemples tout à l'heure. Il y a évidemment la situation professionnelle, évidemment. Il y a la situation sociale. Et puisqu'on est justement avec sur le thème économiquement, socialement, humainement, ce sont certainement les plus affectés, mais là aussi avec des degrés divers. J'étais, je veux dire, agréablement, j'ai écouté agréablement quand il dit que les solidarités dans les communautés, c'est vrai que ça existe, mais à l'intérieur de la communauté, celui qui s'en sort mieux, évidemment, va aider les autres. Bien qu'il y a aussi, moi, dans l'expérience que j'avais eue avant, dans une même catégorie sociale, il y a des brassages de population et on peut s'aider quand on est de la même catégorie sociale. Ou même, j'ai vu des réfugiés, par exemple, le médecin, soutenir des populations marocaines. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a les communautés, il y a les catégories, mais en même temps, ne pas figer les choses. Donc, voilà ce que je dirais dans un premier temps hein, pour cette question. Alors, merci Jenny pour ces clarifications. Bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, les effets secondaires sont multiples, bien sûr au niveau psychologique, de cette angoisse, de cette appréhension, l'incertitude qui s'installe. Mais que faire pour gérer ce stress et cette anxiété quand on se sent dépassé par ces émotions? Ben, écoutez, dans mon expérience, et quand je dis expérience, je parle comme psychiatre, psychanalyste, je parle aussi comme citoyen, comme ami, comme membre de famille, vous voyez. Je pense que les gens ont eu beaucoup besoin de parler. Hein, et donc, parler entre eux, échanger, vous savez, comme moi, que les, les téléphones, les réseaux ont été saturés parce que justement, c'est ce qui nous restait. Et ça, la parole, c'est quelque chose de très important parce que la parole, elle porte l'émotion, elle porte les affects, elle porte même des états du corps. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, il faut, il faut autant que possible, et c'est ce que je conseillais toujours, essayer de garder un rythme normal. C'est-à-dire que si on se confine en restant au fond de son lit ou bien à ruminer les idées, évidemment, on ne peut que, voilà, que avoir une tristesse ou s'enfermer dans sa solitude. Il y a aussi, donc, on a vu combien, justement, euh, combien on a besoin du social. L'être humain est un être social. L'être humain a besoin des autres. Hein. Je veux dire, on n'est pas fait pour vivre seul. Parce que les autres, on communique avec eux, on leur ressemble,
on s'identifie à eux. Et c'est pour ça que, évidemment, le déconfinement est toujours tellement attendu. Et encore une fois, par rapport aux réfugiés, ben justement, si, si on les met parmi les populations ou les personnes qui vivent seules, évidemment, elles sont celles qui souffrent beaucoup. Et moi, j'aime bien établir, si vous voulez, des liens en disant qu'au fond, il y a des choses que Marocains isolés et réfugiés peuvent vivre de la même manière quand ils sont isolés, quand ils sont démunis, quand ils sont en détresse. Voyez, pour montrer que les réfugiés peuvent être l'extrême des situations. Le migrant, par exemple, vous voyez, quand il a des difficultés économiques, quand il a du rejet, etc., eh bien, si vous voulez, des populations autochtones qui sont aussi dans un rejet, etc. Donc, même dans les rejets, l'inclusion, etc., il y a différentes strates. Hein. Voilà. Donc, puis évidemment, François, j'ai essayé moi de calquer les trois mots moi aussi parce qu'il a parlé d'informer, rassurer et adapter. J'ai trouvé trois mots moi. J'ai trouvé accueillir. Pour moi, l'accueil, c'est la parole. Et quand on accueille, ça diminue les traumatismes. Ça, c'est important par rapport aux réfugiés. Rassurer, ben oui, nous le faisons tous à notre manière, selon la position que nous prenons. Et puis, à notre niveau, évidemment, le troisième mot, donc accueillir, c'était conseiller, orienter. Vous voyez? Et orienter, ça veut dire que quand on est à l'écoute, on n'est pas forcément face à des gens malades, mais on peut les orienter quand ils sont très souffrants. Voilà. Merci beaucoup, Jalil, pour toutes ces clarifications. Et comme vous l'avez mentionné, comme le rappelle si bien la pyramide de Maslow, lorsque les besoins physiologiques et les besoins de sécurité qui sont à la base de cette pyramide sont atteints, sont ébranlés, effectivement, bien sûr que l'individu se sent démuni, se sent dépourvu et dépassé par la situation. Ça a été d'ailleurs le cas pour de nombreux réfugiés au Maroc. Comme vous le savez, ils ont fait face à cette crise comme tout le monde, mais certains ont été encore plus atteints puisqu'ils ont perdu leur emploi, ils ont eu du mal à vivre les besoins et se sont retrouvés dans des situations un peu précaires. Est-ce que vous avez aujourd'hui, Khalil, un message à faire passer particulièrement à cette population, à ses parents, à ses enfants, à ces personnes vivant seules, puisque c'est le cas pour certains, et qui sont loin de leur pays d'origine? Il y a un mot qui a beaucoup circulé et qui existait avant le corona. C'est le mot de résilience. C'est quoi la résilience qui a été vulgarisée, diffusée par Boris Cyrulnik? La résilience, c'est la capacité de faire face à des chocs. Bon, pour un psychanalyste ou un psychiatre, je dirais autre chose. Si vous voulez, je repartirais du trauma, voyez, du stress, de la stupeur, pour dire qu'il y a différentes faces, que ça inclut plusieurs facteurs. Ça inclut le facteur psychologique, ça inclut le facteur social et ça inclut le facteur économique, évidemment. Faire face doit absolument tenir compte de ces trois facteurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui, il ne faut pas faire du psychologisme, si quelqu'un, c'est pas une psychothérapie qu'il lui faut en premier, n'est-ce pas? Il faut d'abord lui trouver un toit et lui trouver de quoi manger. Il se trouve que justement, donc il faut répondre sur ces trois plans. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont, alors ce que j'ai appelé dans notre rencontre, que François avait rappelé, c'est la question des pulsions de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, que certains réfugiés, que beaucoup de réfugiés ont vécu des situations qui sont bien pires que le Covid. Et ils ont réagi, ils ont survécu à des guerres, à des meurtres, à des atrocités qu'ils ont vues devant eux. Donc, ceux-là, ils ont justement, alors pour reprendre le mot, une capacité de résilience, ou je préfère dire des pulsions de vie qui ont été très fortes et qui fait remarquable. Ce qui a été remarquable chez ces gens que j'ai rencontrés, c'est le fait que ces pulsions de vie étaient, pour leur survie, elles n'étaient pas porteurs de la haine. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, ben voilà, il va y avoir tout de suite
voilà, ils vont être vengeurs ou chercher à tuer. Non, non, ils ont des pulsions de vie. Ce qui explique bien justement les solidarités dont parlait François. Donc voilà, ça c'est sur ce plan. Sur le plan social, évidemment, ben, évidemment tout ce qui est communauté, tout ce qui est regroupement, bien sûr est le venu. Et je pense aussi, comme a dit François, qu'il y a quand même des solidarités dans nos pays. Enfin, il y a eu beaucoup, il y a eu bien sûr des actions en haut niveau, mais il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles et je ne serait jamais de féliciter les structures associatives, caritatives, vous voyez, qui agissent beaucoup. Donc il y a ça aussi, et donc c'est pour ça que le mot informé est important. Ils doivent savoir où s'adresser. Et évidemment, ben, sur le plan économique, écoutez, moi j'ai vu des réfugiés faire des boulots dont des Marocains étaient lassés et qui voilà, vous voyez. Et donc aujourd'hui, de toute façon, il y a des gens qui ont peur de sortir et qui ne. Ah, il y en a d'autres qui demandent qu'à travailler. Je pense que, enfin, moi j'ai eu des exemples parmi les personnes que j'ai rencontrées avant sur cette force de vie justement qui rend inventif. Je crois que quand on peut, il faut aller vers le maximum d'inventivité, de créativité, mais il faut aussi à la fois s'en donner les moyens et qu'il y ait aussi des moyens extérieurs. Je veux dire, tout ça est imbriqué. Hein. C'est pas, il suffit pas de vouloir, il faut aussi avoir des possibilités, la chance de pouvoir, etc. Je me souviens quand, par exemple, je rencontrais des réfugiés syriens, à quel point ils disaient que là où ils allaient, ils avaient les bras ouverts. Et c'était pas la même chose pour tout le monde. Hein. C'était pas la même chose pour tout le monde. Donc, il faut à la fois le désir, la volonté et des capacités d'accueil. Et voilà, donc tout ça fait que oui, il y a des possibilités tant qu'il y a la vie. Et la vie, elle surprend et elle permet à des individus de sortir des pires situations. Exactement, Jalil, parfaitement, vous avez raison. D'ailleurs, puisqu'on parle justement de réfugiés et puis d'appui psychologique, nous avons eu un petit entretien avec Zineb El Ouazzani, qui est psychologue contre la Fondation Orient-Occident, un peu plus tôt cette semaine, et qui parlait notamment du terme assistance médico-psychosociale. Pour elle, c'était un volet d'assistance qui se faisait sur trois volets, justement, le médical, le psychologique et également le social, puisqu'il faut accompagner certaines personnes qui sont dans un état psychologique difficile à cause d'une situation sociale instable. Et d'ailleurs, puisqu'on a l'occasion, on rappelle que une ligne a été créée par ce partenaire, Fondation Orient-Occident, ligne d'écoute, cellule d'écoute, appelée Allopsy FEO. Et cette cellule a été opérationnelle depuis le début du confinement, du lundi au vendredi, de 11h à 17h. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont enregistré un total de 462 appels provenant de 305 réfugiés et migrants, avec 112 personnes qui les ont contactés au niveau de la branche Oujda, une centaine de personnes qui les ont contactés au niveau de la branche de Rabat et 96 personnes qui les ont contactés au niveau de la branche de Casablanca et région. Donc, cela démontre effectivement un réel besoin d'assistance et suivi psychologique. Les psychologues de l'ALFO ont déployé tous leurs efforts pour faire des consultations individuelles et certains, malheureusement, ils ont dû recourir à un suivi psychiatrique également avec un traitement médicamenteux. François, peut-être que vous souhaiterez intervenir par rapport à ce point-là. Vous avez un ajout à faire? Non, je pense que tu as bien décrit l'ensemble et le rôle très, très important des partenaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus dans le domaine de la santé mentale qu'on faisait hier, mais je pense que on est encore très, très loin de faire tout ce qu'on devrait faire. Et je pense que ce sont des petites étapes, mais très, très importantes dans la reconnaissance pleine
de ces trois domaines que Jalil mentionnait, qui sont l'aspect psychologique, l'aspect social et l'aspect économique. Et on remercie et on sait particulièrement gré à nos partenaires qui sont sur le front de cette présence et qui n'est pas facile. Parfaitement, François, tout à fait. On remercie tous nos partenaires, Fondation Orient Occident, mais également la l'AMPF, l'Association marocaine de planification familiale, qui s'occupe bien évidemment de ce suivi de ces cas-là. Julie, pour revenir à ce qu'on disait, l'avant-Covid a été dur, puisque quand ce phénomène est arrivé dans nos vies subitement au début de l'année, il y a eu beaucoup d'appréhensions qui ont accompagné l'incertitude et l'inconnu. Voilà, on n'avait pas encore beaucoup d'informations sur ce virus à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup d'appréhension, il y avait un effet d'adaptation, un contexte changeant, nouveau, une vision assez floue d'un lendemain incertain. Mais beaucoup s'accordent à dire que le post-Covid-19 sera également une étape difficile à surmonter. En effet, certains individus ont développé ce qu'on appelle communément le syndrome d'Akabane et appréhendent le retour dans le monde extérieur, mais également la reprise d'un rythme assez effréné. D'autres commencent à étouffer puisqu'ils n'en peuvent plus de rester chez eux, alors que d'autres appréhendent la sortie. Et voilà, donc ce sont des opinions très mitigées. Si vous deviez résumer le retour en douceur à la vie normale, entre guillemets, si j'ose la qualifier ainsi, quelles seraient les étapes à suivre et quels seraient vos conseils? Alors, pour être pragmatique et psychologique, je dirais, et social aussi, je dirais d'abord, il faut continuer à suivre les mesures. Je veux dire que suivre les mesures, c'est quand même quelque chose qui protège. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué un phénomène assez étonnant. Vous savez que beaucoup de gens portent très très mal le masque et le portent quand même, oui. Eh bien, moi, j'en suis venu à me dire qu'il se rassure psychologiquement parce que physiquement, il ne se protège pas. Bon. Alors, il vaut mieux adapter les mesures le plus possible, à la fois physiquement et psychologiquement. Bon, j'ai insisté sur la parole, j'y reviens pas, et sur le rythme aussi. Et je pense qu'il faut à la fois vraiment prendre conscience du fait que c'est pas que la peur de l'autre, c'est-à-dire et l'autre qui peut avoir peur de nous, c'est que nous aussi on peut faire peur à l'autre. C'est-à-dire que nous sommes l'autre de l'autre. Hein. Il faut que chacun y pense d'abord pour ne pas forcément avoir peur de l'autre et pour se protéger lui-même de lui-même et des autres. Hein. C'est un va-et-vient, un lien voilà, très important. Et je pense qu'il faut progressivement donner, j'ai envie de dire, donner corps à la vie. Nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui communiquer par les réseaux, mais ça ne remplace jamais la présence physique, n'est-ce pas? Ça ne remplace pas, évidemment, le corps. Et il faut petit à petit, à la fois, se déconfiner de nos domiciles et puis aussi des habitudes prises par le web. Et j'adresse cette parole particulièrement aux adolescents qui, en temps, avant même le Covid, étaient addicts aux réseaux sociaux, qu'ils le deviennent certainement plus. Et d'ailleurs, il fallait les laisser tranquilles, il ne fallait pas les embêter pendant le Covid et leur dire arrête avec Internet. Mais il faut petit à petit quand même sortir de ça, voilà, en sortant du confinement. Bien évidemment, Jalil, comme vous l'avez si bien dit, un retour progressif à la vie normale et à une routine telle qu'on la connaissait avant le Covid-19, c'est ce qui est conseillé par la majorité des experts comme vous. Et puis surtout, il faut rappeler que la peur liée à cette pandémie nous donne l'illusion d'être protégés, mais c'est surtout la prudence qui est le seul moyen réel de nous protéger. Et cette prudence, bien sûr, elle va se transcrire via des moyens efficaces pour se rassurer, faire face à cette peur, comme les gestes barrières, la distanciation physique, le port de masque, etc. Mais effectivement, il va falloir se réapproprier l'espace public petit à petit, peut-être en faisant des sorties successives avec modération et reprendre peu à peu plaisir aux contacts sociaux. Euh, alors,
Jalil, bien sûr, on ne pouvait pas te recevoir aujourd'hui. Je me permets de tutoyer pour la fin. On ne pouvait pas te recevoir aujourd'hui et ne pas parler de la grande amitié qui lie Jalil Benani avec le HCR depuis quelques années. Alors, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, le HCR tenait à rappeler que notre invité du jour, Jalil Benani, est psychanalyste prisé, mais également un écrivain talentueux qui a notamment collaboré avec le HCR Maroc il y a 4 ans déjà pour développer un livre reprenant les témoignages de 30 réfugiés de 16 nationalités différentes installés au Maroc. Il a été accompagné de photographe bien connu, Mohamed Kilito, et Jalil avait sillonné les villes du royaume à la rencontre de ces réfugiés. Alors, cher Jalil, pouvez-vous revenir sur cette expérience humaine inédite et partager avec nous ce qui vous a le plus marqué? D'abord, j'ai une grande reconnaissance à l'HCR et à toute l'équipe et aussi à la personne du prédécesseur de François, qui était Jean-Paul Cavalieri, qui m'avait sollicité en tant que Marocain, écrivain et m'intéressant à ces questions. Et donc, j'ai une grande reconnaissance parce que ce livre, il y a des livres, il y a des choses dans la vie qui vous changent. Et ce livre m'a changé. Pourquoi? Parce que dans mon propre pays, d'abord, il m'a permis de passer du travail des migrants que j'avais fait moi en région parisienne. Je suis un représentant de la société et voilà. Et donc, passer à l'accueil des réfugiés. Donc, c'était un retournement très riche et touchant pour moi. La deuxième chose, c'est que j'ai appris beaucoup de choses parce qu'évidemment, en écoutant des gens, on voyage. Hein, quand on écoute les dialectes, quand on écoute les pays, etc. Et chaque fois que j'écris quelque chose sur un pays, on me faisait relire par Jean-Paul et par l'équipe pour réajuster les informations sur le pays, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé et le livre fait voyager. Il m'a appris aussi, cette expérience m'a appris aussi des choses sur le Maroc. Oui, c'est ce que j'ai appelé le Maroc en creux, c'est-à-dire le regard de l'autre sur notre pays, à la fois sur l'accueil, bien sûr, quand on parle d'accueil, à la fois sur cette possibilité d'intégration. Vous savez que dans la constitution marocaine, il y a la pluralité identitaire qui est signalée. Si vous voulez, il y a la composante musulmane, hassani, braïque, tout ça. Il y a 5. Et donc, ça permet, d'une certaine façon, si vous voulez, de s'intégrer. Donc, le Maroc est une société plurielle, vous voyez. Et donc, ça m'a appris. Mais, et puis, il y a aussi la question de l'hospitalité. Bon, d'accord, c'est bien, on est hospitalier. Mais on n'est pas pareillement hospitalier avec tout le monde. Et ça, c'était bien de la rappeler. Et ne pas se reposer juste sur la notion d'hospitalité. Parce que, bon, les mieux reçus, les médecins étaient mieux reçus, quand ils ont ni boulot, voilà, ni logement, etc. Sont pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des différences dans l'accueil, mais ça m'a appris des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, ils pointaient, ils étaient très reconnaissants. Hein, je confirme ce qu'a dit François sur l'accueil et les mesures prises au plus haut niveau de notre pays. Enfin, Sa Majesté, mais je dis que justement, ils étaient très reconnaissants. Mais les nuances aussi étaient là, ça m'a rappelé. Et puis, il y a une chose aussi très importante que je tiens à dire, c'est que justement, alors je n'étais pas psychiatre ni psychanalyste en les écoutant, hein. Pour le public, hein, pour préciser les choses, j'ai retracé des parcours en les respectant. Évidemment, je suis habitué à écouter, à faire parler les gens, c'est peut-être infiltré de mon travail. Mais ce que ça m'a appris et qui est valable aujourd'hui, j'appelle les gens à ça, c'est la question des témoignages. Il faut que les gens témoignent, disent ce qu'ils vivent. Il faut que les gens racontent chacun dans leur situation ce qu'ils ont vécu, que ce soit le psychiatre, que ce soit l'entrepreneur, les différents corps de métier qui sont silencieux, etc. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. C'est pas juste. Les théories doivent se construire sur des choses concrètes, sur un vécu et pour trouver des solutions. Voilà en quelques mots. Merci Sarah de m'avoir rappelé cette expérience tellement relatant. C'est comme c'était hier. Donc voilà. J'ai une petite question pour toi, Jalil, parce que donc on a une population réfugiée qui est très jeune, 33% à moins de 18 ans. Donc certains sont nés au Maroc, mais d'autres ont fui des circonstances dramatiques, continuent leur vie
leur vie d'enfant ou d'adolescence dans un pays qui n'est pas le leur. Et donc, ça a été un premier traumatisme. Et la pandémie est un second traumatisme, donc une inquiétude très grande par rapport à ce que sera demain. Je pense que toi et moi, on fait partie d'une génération pour qui le monde de demain, ça va forcément être le même monde. Et je pense que le monde de nos enfants, ils se demandent ce que sera le monde de demain. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils particuliers, des vues particulières par rapport à l'impact sur les plus jeunes de cette pandémie, sachant que c'est une population qui a déjà vécu beaucoup, qui a peut-être, à travers ce vécu, acquis une capacité encore plus grande de se défendre, mais peut-être aussi qui a certaines fragilités qui sont liées à ce parcours. Alors, la situation, il faut nuancer les choses. C'est-à-dire, si on voit les enfants des migrants, il y a par exemple des enfants qui se sont très très bien intégrés. Je vous donne un exemple. Hein. Vous savez, beaucoup de migrants essayent de s'intégrer et par la question de la langue. Hein. Il y en a qui ont appris ou qui essaient d'apprendre la darija, notre dialecte. Eh bien, dans les rencontres que j'ai eues, j'ai vu que les enfants apprenaient vite. Vous voyez, ils parlaient plus vite et mieux que leurs parents. Vous voyez, donc ça, c'est des enfants. L'autre chose, si vous voulez, c'est que les parents peuvent être dans des attitudes nostalgiques. Ça, c'est très, très important. La nostalgie, c'est leur parler du pays, c'est leur parler des coutumes, des habitudes, etc. Alors, s'agissant des réfugiés qui ne sont pas des migrants, parce que le migrant, comme vous le savez mieux que moi, il a la possibilité de retourner dans le pays. Le réfugié, non. Alors, s'agissant du réfugié, et il faut qu'il trouve un équilibre dans lequel il ne renie pas ses traditions et sa culture, qu'il en parle à ses enfants. C'est très important. Il ne faut pas qu'il le coupe de ses racines. Je veux dire que nous avons une histoire et nous plusieurs générations. Nous ne devons pas être coupés. Mais en même temps, l'intégration, si vous voulez, dans le pays, elle doit primer par rapport à cette nostalgie. C'est-à-dire que il faut autant que possible vivre à la fois la situation du pays, mais la vivre concrètement, et en même temps, ne pas faire fi de ces traditions. Moi, je le conseille toujours. Maintenant, il y a, par exemple, moi j'ai vu, parmi les réfugiés que j'ai vus, il y en a qui ont décidé définitivement de vivre au Maroc parce que de toute façon, ils n'ont pas la possibilité, mais aussi parce qu'ils se sont bien intégrés. Et il ne faut pas aussi, mais alors, quand je dis nuancer, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, n'ayant pas vécu les traumatismes de leurs parents, rêvent de retourner dans le pays. Voyez, donc, il faut que les discours soient les plus clairs, qu'ils soient les plus réalistes, etc. Il ne faut pas juste que la nostalgie leur fasse rêver le paradis perdu pour y retourner un jour, etc. Ils peuvent y retourner aussi, mais il faut aussi qu'ils vivent le présent. Voilà. J'espère avoir répondu, c'est une question complexe. Hein. Oui, non, je pense que c'était très intéressant. Un autre conseil par rapport aux parents, c'est que les enfants absorbent tout. Hein. Et par cette période de pandémie, si vous voulez, moi j'ai remarqué que les parents qui ont donné beaucoup à leurs enfants pendant cette période, vous voyez, qui ont donné beaucoup, eh ben, j'ai vu que des enfants étaient très contents parce qu'ils ont été très présents auprès de leurs parents, etc. Mais les parents qui ont des problèmes, évidemment, ou qui sont eux-mêmes souffrants, etc., forcément, ça retentit sur les enfants. Donc, il y a même des maltraitances. Donc, autant que possible, écarter ces propres problèmes des rapports aux enfants. Pas toujours évident, pas toujours facile pour tout le monde, mais je le dis ne serait-ce que parce que, voilà, je le pense et qu'il faut essayer de le faire. Voilà. Merci beaucoup pour cet ajout. Effectivement, il était important, et merci François pour la question. C'est important de rappeler quel était l'impact sur les plus jeunes, puisque nous-mêmes, comme on l'a pu l'observer dans notre vie, dans notre quotidien, auprès de nos proches, l'impact est clairement différent sur les seniors et sur les plus jeunes. Euh, je voulais profiter de l'occasion, vu qu'on parle encore de l'impact
psychologique de Covid-19 sur les populations de réfugiés, de migrants au Maroc, pour rappeler qu'un fascicule était en cours de réalisation et de production et il sera disponible dans quelques jours. Le fascicule s'appellera Le déconfinement, se préparer à la transition. Et il est en cours de préparation par un groupe de psychologues qui ont l'habitude justement de gérer les cellules d'écoute avec les migrants et les réfugiés et qui ont pu faire une analyse globale de l'impact que ça a eu sur cette population vulnérable. Et donc, ça sera une sorte de guide de retour à la normale avec bien sûr euh, enfin, c'est un guide, mais de retour à la normale au Maroc. Hein, on parle bien de la vie à l'échelle nationale. Et voilà, je trouve que c'est un fascicule qui va être vraiment très intéressant et nous avons hâte de le lire. Il est coproduit, co-réalisé par Fondation Orient Occident, notre partenaire. Et voilà, donc pour les réfugiés ou les migrants, les demandeurs d'asile qui nous écoutent, voilà, je tenais à partager cette information avec vous. Je me tourne maintenant vers nos deux invités du jour, nos intervenants. Est-ce que vous avez encore un point à soulever, à partager avant qu'on puisse éventuellement voir s'il y a des questions posées par l'audience? La parole à François. Alors, merci. Comment dirais-je? J'ai retenu d'abord des expressions clés, Jalil, la force de vie et aussi la façon dont un vécu très difficile en fait amène peut-être une carapace plus dur dans la vie et amène et prédispose certains des réfugiés à mieux affronter des crises comme le Covid. J'ai beaucoup aimé ton expression, donner le corps à la vie. Et aussi, j'ai trouvé très intéressant ta description de la relation de l'un à l'autre, de l'autre à soi, et aussi de ce beau témoignage où tu nous as dit voyager avec les réfugiés ou à travers le regard des réfugiés au Maroc m'a énormément appris du Maroc, mais je crois qu'on pourrait le dire de n'importe quelle personne qui fera un voyage semblable dans son propre pays. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et heureusement que c'est le cas, c'est que dans tout cet échange, finalement, on a mis en exergue l'importance de la parole. Mais l'importance de la parole, c'est aussi donner la voix, écouter les gens, que les réfugiés, les jeunes réfugiés, les adolescents, les étudiants, les réfugiés matures, les réfugiés plus âgés aient le moyen de s'exprimer. Mais je pense que l'autre aussi, qui est ressorti en filigrane de toutes tes interventions, Jalil, c'est que donner la voix, c'est une chose, mais elle n'a que de valeur que si nous savons l'écouter. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et je trouve qu'il y a un très beau thème pour la Journée mondiale des réfugiés cette année, qui est « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Et je pense que dans l'esprit et entre tes trois mots et mes trois mots, il y en a cinq, puisqu'il y en a en commun. Accueillir, informer, rassurer, conseiller, adapter. Et je pense que chacun de nous, y compris moi, et toi tu le fais déjà si bien Jalil, mais chacun de nous, on peut décliner ces verbes d'une façon très pratique qui fait une différence et qui aidera à avancer dans tout le soutien psychologique. Donc voilà ce que j'ai retenu de cet échange qui, comme toujours avec toi Jalil, puisque le tutoiement est autorisé après 44 minutes d'échange, c'est toujours un plaisir et on apprend toujours énormément. Merci. Merci, merci. Bon, difficile d'ajouter quelque chose. Ah non, non, pour un psychiatre a toujours quelque chose à ajouter. Ben, si Sarah me donne la parole. Bien sûr, Jalil, à toi la parole. Alors, puisque cette crise a été le révélateur de beaucoup de choses, oui, il faut qu'on en sorte quand même
au moins avec un nouveau pacte avec nos compatriotes et en n'oubliant pas que la Terre est un lieu pour tous les hommes. Et j'ai aussi envie de toutes les espèces, puisque la question de la nature a été beaucoup évoquée. Et voilà, je crois que c'est pour ça que maintenant, on ne peut pas faire des prévisions, il ne faut surtout pas. Il faut surtout que la, la, la réflexion, puisqu'on est parti de ce mot, sur la pandémie, c'est un temps long. Voilà. Il y a le passé, le présent et le futur que nous n'avons pas encore. Hein, voilà. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'était voilà, c'était très dense et voilà. Bon, j'ai dit les choses comme je pensais. En tout cas, voilà. C'est reparti avec le HCR. Exactement, Jalil. Franchement, ça a été un très agréable moment. Cet échange a été très riche en réflexion, en conseils. Et je suis sûre qu'on a tous pris note de tes conseils, Jalil. Et bien sûr, comme vous l'avez si bien dit, toi et François, le bien-être physique et mental sont tous les deux tout autant importants l'un que l'autre. Il ne faut pas en négliger un pour l'autre. Et voilà, c'est vrai que durant les 3 derniers mois, il y a eu un grand travail, j'imagine, au niveau de chaque individu, travail de rétrospection, de remise en question et ce ralentissement de la cadence de la vie de tout le monde a permis, je pense, aux gens de beaucoup réfléchir et réorienter leur vie et voilà, apprendre de leurs erreurs, etc. Donc, essayons quand même, essayons de voir le côté positif de tout cela, en espérant qu'on puisse bientôt tous se retrouver et se revoir en bonne santé. Et sinon, je voulais encore une fois vous remercier vraiment d'avoir accepté l'invitation, d'avoir vous êtes libéré malgré vos emplois du temps très chargés. Et je voulais rappeler aux gens qui nous suivent que demain encore, la semaine n'est pas finie, que la semaine se poursuit. Et demain, notamment, nous aurons une table ronde virtuelle sous le thème Les communautés réfugiées et migrantes à l'épreuve du Covid-19 au Maroc, réflexion et recommandations de l'unité académique. Alors, ce webinaire ne sera pas ouvert à tous, il sera enregistré et diffusé. Donc, il sera disponible sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous vous invitons vivement à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à nos pages Facebook, Instagram, Twitter et également à notre chaîne YouTube UNHCR Maroc, où nous produisons régulièrement du contenu pour à la fois sensibiliser mais informer. Donc voilà, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via ces réseaux sociaux-là. Encore une fois, un grand merci à nos invités du jour. Et voilà, je pense que nous n'avons pas eu malheureusement de questions dans le groupe chat. C'est une audience un peu timide et réservée aujourd'hui. C'est pas grave. On vous remercie quand même d'avoir tous assisté, d'avoir suivi en direct ce webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube dès la semaine prochaine, UNHCR Maroc. Un grand merci, Jérémy, et un grand merci à toi aussi, François. Un grand merci et à très très bientôt. À très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.